Nous sommes lundi 1er juin 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce 18h de Cherifla TV, de l'actualité nationale, dont voici les titres principaux. Lancement des épreuves écrites pour le diplôme d'études fondamentales session de juin 2026. C'était ce matin. Les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, c'est donc parti pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales session de juin 2026. Ce matin, le groupe scolaire Mamadou Konaté de la rive gauche a donc été le cadre où le ministre de l'Éducation nationale a lancé le coup d'envoi des épreuves. Il faut dire que 333 444 candidats prennent part à ces épreuves. On fait le point avec Sadio Siribi. C'est parti pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF. Ici, ce même exercice académique est lancé sur l'ensemble du territoire national, de Kaï jusqu'à Kidal, à Bamako. C'est le groupe scolaire Mamadou Konaté qui a eu l'insigne honneur de recevoir l'équipe gouvernementale conduite par le ministre de l'Éducation nationale qui a ouvert la première enveloppe des épreuves. Comme les autres années, tout est passé au peigne fin. À l'entrée de la cour, on assiste à des fouilles systématiques des effets des candidats, comme vous apercevez sur ces images. Les forces de l'ordre sont perceptibles partout dans la cour pour contrôler les candidats en cas de fraude. Le ministre de l'Éducation nationale a toutefois rappelé le nombre de candidats cette année qui a été revu à la hausse par rapport aux autres années. Il rassure les candidats tout en les prodiguant des conseils à compter sur soi-même. C'est sur toute l'étendue du territoire national qu'on compte aussi un centre qui est en dehors du territoire national. C'est en Mbera, en République de Mauritanie, dans le camp de réfugiés de Mbera, où il y a 160 candidats qui composent ce matin. Pour ce qui est des autres centres, Kidal, c'est réglé, on gère ça de façon professionnelle. Tous les candidats seront présents dans les salles. Se sont déportés qui à Gao, qui à Menaka. Bon, à Menaka, il y a même un candidat qui est venu de Léré pour Menaka. Donc on gère ça sur le terrain. On est tranquille, il n'y a pas de problème. Pour l'épreuve du DEF, donc durant l'année scolaire, nous avons organisé, nos élèves ont eu à participer à des examens blancs. Donc ensuite aussi, nous avons procédé aussi à l'organisation des cours de rattrapage. Donc les cours de rattrapage, donc avec cet élan, je pense très bien que nous allons pouvoir obtenir de bons résultats. Pour le moment, les épreuves, ça se passe bien. Si certains candidats sont réticents face aux épreuves, pour d'autres, c'est plus que la sérénité, car ils sont suffisamment outillés psychologiquement et mentalement pour affronter les épreuves. C'est bon. C'est bon, ça se passe comment? Ça se passe bien. Pour l'instant, oui, on n'a passé que l'épreuve de rédaction et pour le moment, c'est abordable. Pour l'instant, la seule chose que je mets en tête, c'est je veux la première place. Je veux rendre mes parents fiers, faire la fierté de ma famille ainsi que de mon école. 100%. Il faut toujours avoir confiance en soi. Nous venons de sortir de l'épreuve de rédaction. Moi, personnellement, j'ai pris un sujet facile, un sujet sur lequel j'avais plus d'idées pour me permettre d'avoir le maximum de points. Comme je l'ai dit, je cherche la première place et pour dire vrai aussi, leur sujet n'était pas trop dur. Je sais travailler dans le domaine médical. Je voudrais plus travailler dans la pneumologie comme je suis asthmatique, mais j'aimerais aussi travailler dans la rhumatologie. Mais mon rêve, c'est de travailler dans la pneumologie et rendre mon père fier, parce que c'est son rêve. Cette année, ils sont 18 172 candidats en lice pour tenter d'obtenir le diplôme d'études fondamentales DEF. Les premières épreuves ont été lancées par le ministre de l'Éducation nationale au groupe scolaire Mamadou Konaté de la rive gauche du district de Bamako. Il y a 333 444 candidats qui composent cette année dans 2231 centres. C'est une augmentation par rapport au nombre de candidats de 902 candidats. Sensible augmentation.
sommes mobilisés pour que cet examen de DEF se déroule bien. Le groupe scolaire Mamadou Konaté qui a abrité le lancement des épreuves du DF de la rive gauche du district de Bamako compte 166 candidats, dont 78 filles et 88 garçons. La directrice de l'académie d'enseignement de la rive gauche dénombre le nombre de candidats de sa circonscription qui se situe à 39 961 candidats. Elle affirme qu'aucun cas de fraude n'a été signalé depuis le début des épreuves grâce à une large sensibilisation qui a été effectuée à la veille de l'examen. Par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin pour le premier jour des examens du DEF et Dieu merci, tout se passe bien. Aujourd'hui, ils sont tous sur place, les candidats aussi bien que les surveillants, tous sont en place. Et nous avons 39 961 candidats au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche et 150 centres d'examen du DF. Il y a beaucoup de sensibilisations qui ont été faites, aussi bien par nos collègues enseignants et par la presse, vous également, et le ministre de l'Éducation nationale également, et à travers beaucoup de messages et une grande marche même qui a eu lieu au stade de Mamadou Konaté où les candidats étaient présents et où il a passé le message de sensibilisation de lutte contre la fraude pendant les examens. Et le message est bien passé parce que ce matin nous remarquons qu'aucun sac n'est rentré dans le centre, à plus forte raison les salles d'examen et ni autre objet non autorisé. Cette année, les consignes sont suivies à la lettre, les fouilles systématiques des effets dès l'entrée des candidats dans la cour. Le ministre compte sur le pragmatisme des surveillants pour éviter d'éventuels cas de fraude. Le dispositif est prêt, les surveillants sont rodés pour que tout se déroule comme sur des roulettes. C'est ce qu'on espère. Les jeunes, il faut les rassurer. On n'est pas là pour les sanctionner, on est là pour dire ce que les correcteurs, surtout qui vont prendre en charge les copies après, ce qu'ils pensent de chaque copie. Notons que le diplôme d'études fondamentales DF est un parcours académique indispensable pour tout élève, car c'est un passage qui oblige la rigueur et la compétence intellectuelle. Auparavant, le ministre de l'Éducation nationale et ses collègues ont fait le tour de quelques salles avant de lancer officiellement les épreuves du DF, session de juin 2026. Nous souhaitons bonne chance aux candidats. Nous restons dans le même registre et direction le groupe scolaire de Moriba Boukou à Tchonokono de l'Académie d'enseignement de Kati. Là également, le constat est le même. Les épreuves ont effectivement débuté. C'est le constat de notre équipe de reportage. C'est avec Alhamidou Badini et Ablé Sogodogo. C'est parti pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF. Ici, au centre d'examen de Moriba Boukou, premier cycle B. L'enveloppe contenant le sujet de rédaction est ouverte en présence des autorités locales, lesquelles ont assuré que toutes les dispositions sont réunies pour la bonne tenue de la session 2026. On a 84 garçons et 112 filles. Et l'effectif, c'est 196 élèves répartis entre 8 salles. Dans la dernière salle, il n'y a que 21 élèves là-dedans. Les dispositions qu'on a eu à prendre ici, c'est juste respecter la police de surveillance. Et nous sommes tous sous cette décision. À tour de rôle, les autorités présentes au lancement des épreuves ont prodigué de précieux conseils aux candidats. Nous sommes venus ce matin prodiguer des conseils aux candidats et aux surveillants. Donc on leur a dit de tout faire pour que nous ayons des examens propres. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de fraude. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu ce matin avec la police de Moriba Boukou, les notabilités, la mairie. Donc nous sommes là tous pour prodiguer des conseils aux candidats et aux surveillants.
Donc nous espérons que, en tout cas, s'ils vont dans ce sens-là, nous aurons en tout cas de bons résultats et les choses vont se passer très bien. Ce matin, je suis là avec l'ensemble de structures de la commune, la chefferie, la jeunesse, le CAP est là, même le CGS est là. Donc juste pour le lancement des épreuves de DF 2026. Donc nous sommes très ravis. Pourquoi? Parce qu'on remarque que tous les dispositifs sont mis en place, c'est-à-dire que pour le bon déroulement des épreuves. Parce qu'il y a vraiment une tranquillité, il y a une accalmie, la police est là pour sécuriser quand même le déroulement des épreuves. Donc on a prodigué quelques conseils à l'endroit des élèves qui ont quand même accepté de faire une année normale, parce qu'on s'est aperçu que l'année a été vraiment normale et qu'à l'issue de laquelle vraiment tout le monde doit être admis. Donc c'est la seule remarque qu'on a pu faire et qu'on a vraiment prodigué de bons conseils à l'endroit souhaiter bonne chance aux élèves, aux candidats. Pour la session de juin 2026 du diplôme d'études fondamentales au Mali, il est prévu 333 444 candidats répartis dans 2231 centres d'examen. L'actualité sur tout autre plan au Mali, elles sont agricultrices, commerçantes, artisanes, enseignantes ou encore leaders communautaires. Souvent dans l'ombre, les femmes jouent pourtant un rôle central dans le développement socio-économique du pays. Qui sont-elles? Quels défis rencontrent-elles et comment façonnent-elles le Mali de demain? Le demande de réponse dans ce dossier de la rédaction réalisé par Alhamdou Badini et Nouhoum Kone. Du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, elles sont partout. Dans les marchés de Bamako, comme dans les villages les plus reculés, les femmes maliennes font vivre l'économie et s'investissent par ricochet dans le développement du pays. Pour jouer pleinement leur partition dans la construction de l'édifice national, les femmes s'organisent. Associations, coopératives, des initiatives qui renforcent leur autonomie, car dit-on, l'union fait la force. Nous avons beaucoup d'activités d'apprentissage et d'orientation professionnelle, comme les écoles de couture. Le boulot que je porte là, ça a été tissé au centre. Vous avez déjà été là-bas, il y a des ateliers de tissage et de couture, l'école de couture. Mais l'autre aussi, c'est un espace agroalimentaire. Il y a ça, la transformation, etc. Il y a un autre espace de production de produits, des agrumes, des produits maraîchers, etc. Dans le secteur agricole et la transformation agroalimentaire, elle représente une grande partie de la main-d'œuvre. Culture, transformation, vente, elles interviennent à chaque étape de la chaîne. La mise en place des parcelles, l'introduction de nouvelles technologies, comme les semences améliorées, la fertilisation des sols, depuis le semis jusqu'à la récolte, jusqu'à la conservation et aussi la commercialisation. Ça, c'est dans le cas de la production. Dans le cas de la transformation aussi, il y a la formation technique dans le cas de la transformation. On transforme d'abord le soja en beaucoup de produits, en plus d'une dizaine de produits en soja. On a même mis en place une unité de transformation du soja. On fait aussi la transformation du flambeau, du sésame et beaucoup d'autres activités. Beaucoup d'autres ont su s'imposer dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Elles s'activent à leur tour à former des milliers de femmes et de jeunes filles à l'auto-emploi. Le Centre Mali d'ingénierie, c'est une grande école internationale de mode qui forme les jeunes filles et garçons dans plusieurs domaines, tels que la couture, la coiffure esthétique, le maquillage et les tatouages. Le Centre Mali d'ingénierie de sa création à nos jours a formé plus de 2000 femmes, 2000 jeunes filles et garçons
qui sont autonomes actuellement. Et chaque année, on reçoit de différentes nationalités, telles que les Centrafricains, les Camerounais, les Ivoiriens, parce qu'ici au Mali, les gens ne connaissent pas la valeur de la mode. Mais chez eux, quand tu n'as pas de bac, tu ne peux pas aller dans les écoles de mode. Alors que contrairement au Mali, les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien les filles qui n'ont pas pu continuer les études, ils viennent dans les centres de formation. Malgré leurs efforts multiformes, les bâtisseuses font face à d'énormes difficultés entre manque de financement, barrières sociales pour ne citer que cela. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, les femmes ne se contentent pas d'exécuter. Elles interviennent également dans la gouvernance du pays et font entendre leur voix dans les hautes sphères de prise de décision sur les destinées du Mali. C'est tout d'abord un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance envers les autorités qui ont bien voulu et adopter une loi qu'on a vraiment appelée loi 050 et qui est sur le genre. Donc cette loi a permis aujourd'hui que les femmes soient représentées dans les institutions au niveau des services publics, même dans le secteur privé. Donc c'est un honneur pour nous et c'est une avancée majeure. Dans notre société, c'était rare de voir les femmes, surtout dans l'hémicycle. Les femmes étaient plus représentées. Donc c'est grâce à cette loi que les femmes ont eu leur place dans l'hémicycle des institutions. Dans la formation au niveau de la gouvernance locale, nous avons formé plus de 1000 femmes de 2023 maintenant avec différents partenaires en gouvernance locale. Et comme nous avons été créés en 2021, de 2022 aussi à nos jours, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, on a mis plus de 800 femmes dans leur propre compte. On a formé plus de 700 femmes dans les petits métiers rentables sur le marché. Vision Femme Mali a posé beaucoup d'actes. Nous étions récemment au mois de décembre dernier à Sibi sur un projet d'autonomisation de la femme à travers la préservation de l'environnement. Donc ce projet a été très grand à Sibi. Nous avons sélectionné 120 femmes vendeuses de bois et de bois de choc. Nous les avons formées en agroalimentaire et on les a empêchées de toucher au bois. Les femmes et jeunes filles victimes de handicap ne sont pas en marge de la marche vers l'indépendance financière. Les actions qu'on a menées récemment, ça c'était un projet de formation sur la saponification. Nous avons formé 50 femmes détentrices de droits à Dialakorodji avec la mise en place d'un atelier et puis en même temps on leur a acheté un tricycle pour la vente de ces produits-là. Et ces femmes aujourd'hui vraiment arrivent à subvenir à leurs besoins. Franchement, avec l'appui de Oxfam. Au-delà de l'économie, elles sont aussi des actrices clés dans la cohésion sociale et la paix, notamment dans les zones fragilisées, quand on sait que le Mali traverse des moments difficiles de son histoire. Je dirais qu'au niveau de la cohésion sociale à Saint ici, je dirais qu'elle est satisfaisante. Quand nous partons même au niveau de nos familles, quand tu as un événement chez toi, que tu sois de la ville ou que tu sois n'importe où que tu viennes du Mali, quand tu as un événement chez toi, tu dirais que toi-même tu ne sais pas comment tu as pu regrouper toutes ces femmes-là. Les femmes sortent massivement pour venir assister à ton activité, que ce soit un décès, un baptême, un mariage, ça se fait vraiment, on ne sait même pas qu'il y a des mésententes entre les femmes ici. Les femmes du Maliba avancent désormais, innovent et inspirent. Actrices essentielles, mais parfois invisibles, les femmes maliennes portent une grande partie du développement du pays et contribuent au quotidien au bonheur des ménages. Leur donner plus de moyens, c'est investir tout simplement dans l'avenir du Mali.
Le reste de l'actualité en brève en images est commenté par Moussa Fomba. Le président Bassirou Diomaye Faye soumettra en juillet la candidature du général Biram Diop pour diriger la commission de la CEDEAO. Fort d'un parcours prestigieux à l'international et au sein du gouvernement sénégalais, le général est perçu par Dakar comme un atout stratégique pour l'avenir de l'organisation. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a rappelé que sous l'égide d'organisations internationales, y compris l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Biram Diop avait joué un rôle déterminant dans le soutien au processus de réforme du secteur de la sécurité dans plusieurs pays africains, en fournissant une orientation stratégique au groupe chargé d'élaborer les politiques nationales de défense et de sécurité. Le général sénégalais a également occupé la fonction de conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies au sein du département des opérations de maintien de la paix, contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques relatives à la prévention des conflits, au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale. La diplomatie sénégalaise s'est déclarée convaincue que compte tenu des défis auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée en matière de sécurité, de politique, d'économie et de développement institutionnel, l'expérience du général Biram Diop, sa vision stratégique, son attachement au dialogue et à la coopération panafricaine constituaient des atouts importants pour renforcer l'efficacité de la commission de la CEDEAO et faire progresser les aspirations de la communauté en matière de paix, de stabilité, de prospérité et d'intégration régionale. En décembre 2025, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a élu le Sénégal à la présidence de la commission de la communauté. Au Ghana, le Parlement examine 2 propositions de loi prévoyant des tests ADN de paternité obligatoires pour tous les nouveau-nés et des sanctions contre la fraude à la paternité. Présentées comme un moyen de sécuriser les liens et la filiation, ces mesures suscitent un vif débat sur les droits fondamentaux et la vie privée. Porté par les députés Yakubu Mohamed et Kwame Azare Obeng, ces textes prévoient notamment l'obligation d'effectuer un test ADN de paternité pour chaque enfant avant la délivrance de son acte de naissance. Les promoteurs de ces réformes invoquent une augmentation préoccupante des cas de non-paternité biologique révélés par des tests ADN. Selon des données publiées par Blueprint DNA Organization, 42,3% des tests réalisés entre 2025 et 2026 auraient conclu à l'absence de lien biologique entre l'enfant et le père présumé. Ces chiffres largement relayés dans le débat public ont ravivé les discussions sur les litiges liés à la filiation et aux responsabilités parentales. Pour Yakubu Mohamed, l'instauration d'un test systématique permettrait de renforcer la confiance au sein des couples, de garantir les droits successoraux des enfants et d'assurer une plus grande fiabilité des registres d'état civil. Son collègue Kwame Azare Obeng, connu sous le nom d'A+, souhaite aller plus loin en criminalisant la fraude à la paternité et en prévoyant des sanctions pénales contre les femmes qui désigneraient délibérément un homme comme père d'un enfant dont il n'est pas le géniteur. Les défenseurs du projet estiment également qu'une telle mesure réduirait les contentieux devant les tribunaux familiaux et garantirait à chaque enfant le droit de connaître ses origines biologiques. Mais les propositions soulèvent de nombreuses critiques. Des organisations de défense des droits humains, des juristes et plusieurs acteurs de la société civile dénoncent une mesure jugée intrusive et discriminatoire. La juge Sedinam Awokwadam estime que ce texte instaurerait une suspicion d'État dès la naissance en imposant aux femmes de prouver implicitement leur fidélité. Selon elle, le projet repose sur une présomption de méfiance envers les mères et risque de confondre des situations très différentes allant de l'erreur involontaire à la fraude délibérée. Les changements constants de position des États-Unis et l'introduction de nouvelles exigences retardent le processus de négociation, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Bakaïeh. Selon le diplomate, l'Iran nourrissait initialement une forte méfiance envers les États-Unis et les échanges avec Washington se déroulent actuellement dans le même climat. Dimanche, le New York Times a rapporté que le président américain Donald Trump avait durci ses conditions pour un accord avec l'Iran. Selon le journal, ces nouvelles conditions ont été transmises à la partie iranienne. Le matin du 1er juin, malgré le cessez-le-feu établi, les États-Unis ont mené une frappe en territoire iranien. Selon un communiqué du commandement central américain CENTCOM, des militaires américains ont attaqué une station radar et des centres de contrôle de drones en Iran durant le week-end. En réponse, les forces armées iraniennes ont affirmé avoir frappé la base militaire d'où l'attaque nocturne avait été lancée.
L'armée iranienne a endommagé au moins 20 sites militaires américains depuis le début du conflit en février, rapporte pour sa part la BBC sur la base d'une analyse d'images et de vidéos. Selon ce média, l'Iran a ciblé des installations clés dans 8 pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, Bahreïn et Oman. Certains analystes estiment que le nombre de bases touchées pourrait atteindre 28. La BBC souligne qu'il est difficile de quantifier l'ampleur des dégâts causés aux installations américaines, mais une estimation du Pentagone datant de mai a chiffré le coût total de l'opération à 29 milliards de dollars, dont une grande partie sera probablement consacrée au coût de réparation ou de remplacement du matériel détruit lors du conflit. Le secrétaire d'État à la Défense du Royaume-Uni, John Healey, a annoncé que la Grande-Bretagne pourrait envoyer des avions de chasse supplémentaires en Roumanie à la suite de l'incident de drone survenu à Galati. Nous collaborerons avec le secrétaire général de l'OTAN afin de renforcer cette présence si nécessaire, a indiqué Healey sur X, selon le Times. 4 typhons de la Royal Air Force appartenant à un escadron de chasse sont déjà en Roumanie dans le cadre d'une mission de police aérienne de 4 mois menée par l'Alliance Atlantique. Le 29 mai, le ministère roumain de la Défense a annoncé qu'un drone s'était écrasé sur le toit d'un immeuble à Galati. Bucarest a imputé l'incident à la Russie. Interrogé par un journaliste de l'agence TASS à Astana, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'incident impliquant un drone en Roumanie était très probablement dû à un drone ukrainien. Il a rappelé que les drones ukrainiens s'étaient déjà écrasés dans des pays européens. Selon le président, la Russie est prête à mener une enquête impartiale si l'épave du drone qui s'est écrasé en Roumanie lui est remise. Le Kremlin dit n'avoir reçu aucune réaction de Bucarest à la déclaration du président russe Vladimir Poutine, selon laquelle Moscou est prêt à étudier l'épave du drone qui s'est écrasé en Roumanie, a déclaré à l'agence d'information russe TASS le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov. L'actualité sportive dans ces 18h sur Chirfla TV. La 65e édition de la Dame Coupe du Mali de football a été rapportée par le Djoliba Athletic Club de Bamako aux dépens des FC Diarra par le score de 10-0. C'était le samedi dernier, 30 mai, au stade de Mamadou Konaté sous la haute présidence du Premier ministre, le gérant de division Ablaye Maïga. C'est un reportage d'Ibrahim Abane. La finale de la 65e édition de la Coupe du Mali de football a tenu toutes ses promesses. Cette finale opposait l'équipe du Djoliba AC habillée en rouge et celle du FC Diarra en blanc. Après les cérémonies protocolaires et le coup d'envoi symbolique donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, place à présent au coup d'envoi de la rencontre. Un match âprement disputé pendant un quart d'heure de jeu. Il a fallu attendre la 36e minute pour voir l'ouverture du score par Fodé Touré du Djoliba AC suite à une passe décisive d'Aboubacar Diarra du Senior. Vers la fin de la première période, Mohamed Lamine Sissoko double la mise pour les Rouges de Bamako. La mi-temps intervient sur le score de 2-0. À la reprise, l'équipe de FC Diarra tente de revenir au score après plusieurs occasions, mais les attaquants ont été maladroits devant les buts. Ainsi, le match prend fin sur ce score de 2-0. Il n'y a jamais un match facile, même un match amical n'est jamais facile. On a bien dirigé le débat comme on le voulait, on a eu la maîtrise du jeu, du ballon, des événements, on a mené 2-0, après on a été en mode gestion, parce que dans 72 heures on rejoue encore. Voilà, le plus important, l'histoire ne retient en coupe que celui qui gagne aujourd'hui. On retiendra qu'en 2026, le Djoliba a gagné la Coupe du Mali. La voie est heureuse, c'est pour ça qu'on bosse et puis voilà qu'il continue dans le bon temps, dans le mauvais temps, derrière l'équipe. Notre travail, c'est de supporter, les entraîneurs entraînent, les joueurs jouent. Au chapitre des récompenses, Aboubacar Diarra, senior du Djoliba AC, a été désigné meilleur joueur de la finale qui empoche 500 000 francs CFA. L'équipe vaincue, qui est FC Diarra, reçoit les médailles d'argent avec 10 millions de francs CFA, tandis que le vainqueur, le Djoliba AC, obtient 25 millions en plus du trophée et les médailles d'or. C'est tout pour ces 18h. Très bonne chance à tous les candidats au diplôme d'études fondamentales DF. Bonsoir.